Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le gouvernement burkinabé dément un coup d'État militaire. Des tirs ont été entendus dans des casernes ce dimanche. Tirs intervenus au lendemain de manifestations en rapport avec la situation sécuritaire du pays. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine rejette le calendrier de la transition d'une durée de 4 ans proposé par les autorités maliennes. L'Union africaine appelle à une transition de 16 mois maximum. Et puis, lutte contre le blanchiment d'argent. L'Ouganda figure sur la liste des pays qui présentent des lacunes importantes dans ce domaine. Le pays risque d'être placé sur la liste noire du groupe d'action financière. Mais tout d'abord, les élections municipales et départementales au Sénégal ont eu lieu ce dimanche 23 janvier. Plus de 6 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes pour départager 3149 listes en compétition dans 557 communes et 43 départements. C'était le premier scrutin depuis la réélection du président Macky Sall et les violentes émeutes de mars 2021. Scrutin aux nombreux enjeux dont les résultats seront connus d'ici ce lundi 24 janvier. Des coups de feu ont été entendus ce dimanche 23 janvier dans plusieurs casernes du Burkina Faso, dont 2 de la capitale Ouagadougou. Si le gouvernement a reconnu que ces tirs ont eu lieu, il a toutefois démenti une prise de pouvoir par l'armée. Ces mouvements dans les casernes burkinabées surviennent au lendemain de nouvelles manifestations de colère d'habitants exaspérés par l'impuissance des autorités à faire face à la violence djihadiste qui ronge le Burkina Faso depuis 2015. Nathalie Mo. Je le dément formellement, le chef d'État n'a pas été arrêté et aucune institution de la République n'a été pour le moment inquiétée. Ces termes du ministre des Armées et des anciens combattants, le général Aimé Barthélémy Semporé, apportent un démenti sur un coup d'État militaire en cours au Burkina Faso. À la télévision nationale, il a rassuré sur le retour au calme après que des tirs ont été entendus dans des casernes militaires de Ouagadougou et Kaya au matin du dimanche 23 janvier. Il s'agit de quelques casernes, il n'y en a pas trop, c'est quelques casernes qui sont concernées. Mais dans certaines de ces casernes, le calme est déjà revenu. Voilà, donc pour le moment, comme je l'ai dit, nous suivons la situation et le gouvernement donc communiquera en temps opportun sur l'évolution de cette situation. Les autorités déclarent avoir entamé un dialogue avec les responsables pour déterminer les motifs de ce mouvement d'humeur au sein des forces armées. Rappelons que les événements de ce 23 janvier 2022 interviennent au lendemain de violents affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants dans les rues de Ouagadougou. Un contexte un peu qui n'est pas très serein pour le gouvernement en place. Et cette mutinerie pourrait être une sorte d'alerte. Parce que depuis quelques semaines, quelques mois, on parle de mouvements, de possibilités de coup d'État, mais pour le moment, ce n'en est pas un, sous réserve justement qu'au cours de la journée, on ait des explications plus précises sur les motivations réelles des auteurs de ces tirs. Le malaise s'accentue au sein de l'armée burkinabé depuis l'attaque d'Inata qui avait fait 53 victimes militaires en novembre 2021. Le 8 janvier 2022, 10 soldats soupçonnés d'une tentative de coup d'État contre le président Roch-Marc Christian Kaboré ont été arrêtés. Au Mali, la question de la transition politique cristallise toutes les tensions. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a finalement annoncé vendredi 21 janvier le rejet du calendrier de la junte malienne et plaide pour une transition courte de 16 mois maximum. La prolongation de 5 puis de 4 ans proposée par les autorités maliennes de la transition est considérée par l'organe panafricain comme inconstitutionnelle et inadmissible. Samantha Sabero. L'Union africaine a annoncé à travers un communiqué paru vendredi 21 janvier 2022 avoir rejeté le calendrier de la junte au pouvoir et propose une transition de 16 mois supplémentaires maximum. En rejetant la prolongation du calendrier de la transition, l'UA soutient à cet effet la position de la CEDEAO en attendant la position des chefs d'État qui se réunissent début février 2022 en Éthiopie. À travers cette décision de l'Union africaine, nous arrivons à l'évidence que cette organisation panafricaine encourage la
voie de la médiation, contrairement à la voie de la fermeté des sanctions proposées par la CEDEAO aujourd'hui. Et cette décision permet de renforcer davantage la complexité de la transition politique en cours au Mali, un pays déjà où nous sommes dans l'impossibilité technique d'organiser les élections dans un délai de 12 mois. En proposant ce calendrier de 16 mois, soit 1 an et 4 mois, contre 5 ans proposés par la transition, l'institution panafricaine milite pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel après des élections démocratiques et un pouvoir dirigé par des civils. Il faut voir à travers cette décision comme étant une issue tout à fait amiable dans le règlement de cette crise et de ce contentieux diplomatique qui relie le Mali aux autres pays membres de la CEDEAO. Et on le sait évidemment qu'aucun État ne peut avoir un intérêt à voir cette crise perdurer, car déjà nous avons des foyers de tension un peu partout au lac Tchad, avec Boko Haram au Nigeria. Donc si la crise malienne perdure, cela peut être un facteur déstabilisant pour la stabilité dans la zone nord-ouest africaine. La détérioration de la situation sécuritaire et l'absence d'autorité de l'État dans le centre du Mali continuent d'alerter la communauté internationale, y compris l'Union africaine et ses instances sous-régionales. Le Mali est sous le coup des sévères sanctions politiques et économiques depuis le 9 janvier 2022. Malgré la violente répression, les manifestations pour le retour à un régime civil se poursuivent au Soudan. Depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan intervenu en octobre 2021, 56 manifestants ont été tués et des centaines blessés, situation qui préoccupe la communauté internationale. Les États-Unis entendent d'ailleurs maintenir la suspension de l'aide au Soudan jusqu'à l'établissement d'un régime civil complet. Le point sur la situation avec Joël Ballot. Coups de feu, gaz lacrymogène, déploiement temporaire de véhicules armés. Voici devenu le quotidien des Soudanais. Ce 21 janvier 2022, ils sont nombreux à avoir envahi les rues de Khartoum pour exiger le retour d'un régime civil complet et dénoncer le meurtre des manifestants ainsi que l'usage excessif de la violence par les forces de sécurité. La seule stratégie qui reste aux militaires soudanais, c'est la rétrocession du pouvoir aux civils parce que la place des militaires, c'est dans les casernes afin de préserver l'intégrité du territoire ainsi que l'indépendance politique du pays. Ils peuvent négocier pour les crimes qui ne sont pas des sangs un certain élargissement. Ils peuvent négocier aussi la préservation de quelques intérêts économiques, mais ils n'ont pas d'autre choix que de laisser les pouvoirs aux civils. Des manifestations qui se multiplient dans le pays avec pour mot d'ordre l'établissement d'un régime civil. Une situation qui ne laisse pas de marbre la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, qui ont maintenu la suspension de l'aide au Soudan, initialement interrompue, à moins que la violence ne cesse et qu'un gouvernement dirigé par des civils ne soit rétabli. Les chefs militaires du Conseil de souveraineté ont offert leur engagement en faveur du dialogue national inclusif, de la transition politique, de la mise en place d'un gouvernement dirigé par les civils et fondé sur le consensus, et ont reconnu l'importance d'établir et de maintenir un environnement pacifique pour permettre au processus politique de se poursuivre. Revendiquant Urbi Orbi, un régime civil complet et le rétablissement de la paix, l'association des professionnels soudanais, leader du mouvement de protestation, a appelé les citoyens à une nouvelle manifestation le 24 janvier. Pour rappel, le 18 janvier 2022, une grève de 3 jours avait été déclenchée par des syndicats, dont celui des médecins, en réaction aux violentes répressions armées. Renforcement du contrôle interne de l'administration fiscale au Burkina Faso. Pour l'exercice 2022, le pays se doit de recouvrer plus d'1 milliard de francs CFA pour le budget de l'État, tout en renforçant les moyens de lutte contre la fraude fiscale de plus en plus observée. Les détails dans ce sujet d'Amenedji. À l'occasion de la 7e rentrée fiscale le 21 janvier au Burkina Faso, la Direction générale des impôts a annoncé que plus d'une centaine d'entreprises et de personnes étaient à cette date impliquées dans la fraude. Les autorités chiffrent à 109,85% le taux de recouvrement atteint par la Direction générale des impôts en 2021. Il ne faut pas que les contribuables aient l'impression que leur argent permet d'enrichir quelques responsables et potentats locaux. Il faut développer un esprit civique, faire comprendre aux différents contribuables à quoi servent les impôts. Que les impôts servent à améliorer le système judiciaire, à améliorer le système éducatif, à améliorer le système de santé, à doter l'État des infrastructures, à pouvoir payer le salaire des fonctionnaires.
En septembre 2021, la direction des enquêtes et de la recherche fiscale poursuivait 10 contribuables pour usage frauduleux de numéros IFU, identifiant fiscal unique d'autrui sans consentement, fruit de l'intensification de la lutte contre la fraude fiscale. Le bilan annuel révèle plus de 10 milliards de droits compromis, suivis de fausses procédures, recours aux fausses factures et documents fiscaux. Il y a aussi la pression fiscale, elle est énorme dans nos pays et il faudrait aussi que l'État veille à baisser la pression fiscale et à accroître l'assiette. Il faut qu'il y ait plus en plus de contribuables, ce qui permettrait de baisser pour chaque contribuable sa contribution et ainsi ça permettrait à certaines personnes de ne pas refuser de payer l'impôt. Et il y a aussi la rémunération des fonctionnaires qui s'occupent de l'impôt. Il faut les mettre en dehors de toute tentation. En 2022, les perspectives de la Direction générale des impôts entrent dans le cadre de la poursuite des objectifs assignés depuis 2021, notamment l'installation d'un système de monitoring des équipements du système d'information, la promotion des e-services ou encore le renforcement de la transparence en matière de sécurisation foncière pour une meilleure gestion des impôts. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, l'Ouganda doit faire des efforts. C'est du moins ce qu'affirme le GAFI, qui menace de placer le pays sur sa liste noire. Rappelons qu'en 2020, l'Ouganda a été placé sur la liste grise et s'était engagé auprès du groupe d'action financière à traiter les problèmes spécifiques liés à cette problématique dans un délai bien défini. Philomène Tina. L'Ouganda pourrait prochainement figurer sur la liste noire des pays qui ne luttent pas contre le blanchiment de capitaux. Il a été averti par le groupe d'action financière GAFI pour ses manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent. En outre, l'Ouganda devrait consacrer une enveloppe de 12,2 milliards de shillings aux priorités non financées telles que le personnel, les technologies de l'information et de la communication, entre autres. L'Ouganda a été placé sur la liste grise en 2020. Cela signifie que le pays a été identifié, mais qu'il s'est engagé auprès du groupe d'action financière à traiter les problèmes spécifiques dans un délai bien défini. Malheureusement, un certain nombre de problèmes restent en suspens. Durant son exercice 2020-2021, l'organisme intergouvernemental a reçu et analysé 2419 déclarations de transactions suspectes en Ouganda. Il a par ailleurs généré et diffusé à divers organismes d'application de la loi pour des enquêtes supplémentaires 76 rapports de renseignement. S'il y a justement des sanctions, ça pourrait toucher les transactions financières et puis des sanctions très lourdes qui entraveront durablement son développement. Et ça, je crois que les autorités ougandaises devront s'atteler à ce que les sanctions ne puissent pas être appliquées et puis à veiller à ce que justement les blanchisseurs soient traqués pour que justement ces organismes internationaux puissent pas appliquer leurs sanctions vis-à-vis de ce pays qui a besoin justement de transactions financières pour son développement et puis d'exporter dans les pays de la sous-région et hors de la sous-région. Étant sur liste grise depuis 2020, l'Ouganda avait alors pris l'engagement et avait jusqu'en janvier 2022 pour améliorer sa situation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Toutefois, le pays n'a pas pu se conformer à ce délai qui a ensuite été repoussé à mai 2022. L'actualité sportive pour terminer avec la belle victoire du Camerounais Francis Ngannou qui conserve son titre de champion du monde UFC des lourds en battant le Français Cyril Gane par décision unanime. Le combat d'arts martiaux mixtes s'est disputé ce samedi 22 janvier à Anaheim en Californie. Francis Ngannou s'est imposé ajoutant une 17e victoire à son palmarès et infligeant à Cyril Gane son premier revers en 11 combats. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.